Cette conférence va Voilà, maintenant être enregistrée. voilà, donc c'est parti pour l'enregistrement. Donc comme je vous disais, on va partir sur la découverte de la naturopathie et bien sûr, ça ne descend plus. Tchouk, voilà. Alors moi, j'aime beaucoup parler de médecine complémentaire, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, on n'est pas médecin, ce n'est pas une médecine à proprement parler. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient compléter et entre autres par la prévention. C'est vraiment le premier mot que j'ai mis, mais parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Venir agir en prévention pour ne pas tomber dans la maladie, dans les désagréments, dans des choses qui vraiment nous rendent mal. L'idée, c'est vraiment de venir en amont, de se connaître, de savoir identifier ce dont on a besoin pour pouvoir avancer au mieux. Donc, bah, forcément, la naturopathie vraiment va être aussi utilisée dans certaines phases de vie. C'est vrai qu'au niveau de la maternité, c'est un moment où on a envie de se prendre en main. La naissance, c'est aussi un moment où on a envie de donner la meilleure. Pardon, je vois, ok pour le son, où on a envie de donner le meilleur pour son enfant. Voilà, il y a des moments de vie comme ça qui font que par moment on se dirige plus vers la naturopathie pour revenir à quelque chose de plus stable. Et puis aussi, ben, souvent, on a des gens qui viennent nous voir quand il y a déjà une maladie qui est là, et puis on a envie de prendre les choses un petit peu autrement, de- d'essayer d'avancer sur notre santé, oui, de manière positive et de plus retomber finalement dans cette maladie. Donc, oups, j'ai avancé trop vite, pardon. La naturopathie, elle a 5 fondements en fait. Je vais pas m'attarder trop là-dessus, mais je trouve que c'est important vraiment de vous expliquer sur quoi s'appuie la naturopathie. C'est-à-dire, le premier, c'est le causalisme. Le causalisme, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir en dessous, c'est chercher la cause de la cause de la cause. J'ai entendu cet exemple-là un jour, j'aime bien le reprendre parce que je trouve que c'est assez pertinent. Imaginez-vous, vous rentrez chez vous et vous voyez de l'eau partout sur le sol. Quelle est votre première réaction? Certaines personnes vont éponger le sol. Certaines personnes vont aller couper le robinet ou aller chercher d'où vient la source et aller couper le robinet. Éponger le sol, ça revient à dire par rapport à la maladie ou par rapport à un désagrément de santé, là je suis pas bien, euh, ok, je vais aller soigner le dessus. Vraiment, si je prends l'exemple de l'eczéma, par exemple, si je prends l'exemple de l'eczéma, c'est de dire, je vais mettre une pommade parce que ça me fait mal. Ça, c'est une première chose. Mais ça peut être aussi aller couper le robinet. C'est-à-dire, ben, peut-être que par rapport à l'eczéma, je vais aller prendre des médicaments qui vont me permettre de soulager cet eczéma pour que ça s'arrête. Le naturopathe, lui, il va essayer d'aller vous expliquer. C'est un peu comme si c'était le plombier. Il va venir chercher d'où vient la cause. C'est-à-dire que si vous n'allez pas chercher la cause de la cause, si vous n'allez pas chercher pourquoi est-ce que ce robinet a coulé, eh ben, il va continuer de couler de nouveau au moment où vous allez rallumer l'eau. Si vous ne réparez pas ce qu'il y a eu au départ, ça va continuer. Du coup, voilà, le naturopathe, c'est un petit peu le plombier qui va venir aller chercher avec vous en fait, hein. Vraiment, l'idée c'est de chercher avec vous où est le problème et de venir le résoudre. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair du coup, mais je trouve que pour moi c'est un exemple assez parlant, vraiment pour comprendre ce qu'est le causalisme. C'est vraiment aller chercher la cause de la cause de la cause de la cause et parfois on va très très loin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment s'appuyer sur le vitalisme, c'est-à-dire que le corps, il sait ce qu'il a à faire pour guérir. Vraiment, notre corps est intelligent et il sait vraiment ce qu'il a à faire. On peut lui faire confiance. Le point suivant, c'est hop, l'holisme. On entend de plus en plus ce terme, mais qui est vraiment important. C'est-à-dire que
on prend l'individu dans sa globalité. Quelqu'un qui vient me voir, si je reprends l'exemple de l'eczéma, quelqu'un qui vient me voir pour un problème d'eczéma, je ne vais pas juste aller chercher l'eczéma. Si je vous prends, moi, quand je fais une consultation, j'aime bien appeler ça la première consultation pour moi est un scanner. C'est-à-dire qu'on va scanner votre vie. On va parler à la fois de comment est-ce que vous mangez, mais aussi de quelle est votre hygiène de vie. Est-ce que vous faites du sport, pas de sport? Est-ce que vous avez en ce moment un état émotionnel qui est peut-être un peu particulier? On va revenir sur votre enfance. Enfin voilà, un petit peu savoir jusqu'où vous êtes arrivé et pourquoi est-ce que aujourd'hui il pourrait y avoir des choses qui sont déclenchantes. On va vraiment vous prendre dans votre globalité. Voilà, globalité psychique, physiologique et physique. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi au niveau de la naturopathie. Hop, si je passe à la diapo suivante, on va parler de l'hygiénisme, c'est-à-dire vraiment, la terre est bien faite et elle nous amène et elle nous apporte tout ce dont on a besoin. Donc l'hygiénisme, c'est l'art de se nourrir et de se soigner en harmonie avec les lois de la nature et par la bonne connaissance des aliments spécifiques à l'espèce humaine. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que voilà, la terre nous donne vraiment ce dont on a besoin. Par exemple, en ce moment, on a certains fruits et légumes qui ne poussent que en ce moment. Bientôt, on va avoir les tomates, les courgettes, mais parce que c'est le moment où on en a besoin. Si on prend les oranges, par exemple, qui poussent peut-être un peu plus en hiver, c'est parce qu'on a besoin de vitamine C. Si on prend les légumes verts en ce moment, tels que les haricots ou des choses comme ça, c'est parce qu'il y a des vitamines qui sont nécessaires à ce moment de l'époque. Voilà, on ne vit pas, on vit aussi en fonction des saisons. En hiver, on a besoin de plus de repos, de choses qui nous amènent un peu plus d'énergie, oui, d'énergie. En été, on va avoir besoin de choses un petit peu plus légères, mais qui nous ramènent beaucoup de vitamines. Hop. Et le dernier point, c'est l'humorisme. Alors ça, c'est un concept qui vient de l'Antiquité, où on parlait de bile, atrabile, lymphe et sang. C'est vraiment dire, pour faire très simple, il y avait 4 humeurs. En fait, on a des liquides dans le corps, et pour que le corps fonctionne bien, il faut que ces liquides soient équilibrés. Ça, c'est un mot essentiel pour moi en naturopathie, c'est l'équilibre. Je vous parlerai régulièrement de ça, mais l'équilibre est un point vraiment essentiel. Il faut que tout soit euh, de, équilibré. Le mot parle de lui-même. Voilà, donc là, on est vraiment sur les 5 fondements de la naturopathie qui sont le causalisme, l'humorisme, l'holisme, le vitalisme et l'hygiénisme. Et la naturopathie n'est pas quelque chose de nouveau puisque on en parlait déjà du temps d'Hippocrate. Hein, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas nouveau, qui est peut-être remis au goût du jour en ce moment, mais peut-être parce qu'on revient aussi sur des choses un peu plus naturelles, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc ça, c'était vraiment pour vous expliquer d'où ça venait. Comme dit, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions. Maintenant, je vais vous parler, alors je vais passer celle-ci, les 3 piliers de la naturopathie. Les 3 piliers de la naturopathie, c'est avec quoi est-ce qu'en naturopathie on travaille? On va toujours travailler sur l'alimentation, l'exercice physique. Je parlerai parfois de mouvement parce que pour moi, c'est l'exercice physique, c'est quelque chose qui peut faire peur. Je parle plus volontiers de mise en mouvement. La mise en mouvement, qui peut être simplement de la marche ou faire des exercices vraiment de stretching, va être pour moi de l'exercice physique. Et puis la gestion des émotions. On en revient en fait à ce dont on parlait tout à l'heure, prendre vraiment l'individu dans sa globalité. Ça permet vraiment de prendre le tout. Voilà, donc on va travailler sur ces points-là pour permettre au corps, et là je reviens sur la diapo d'avant,
d'être en santé. Pourquoi on va travailler sur tout ça? Parce que pour que le corps soit en santé, comme vous le voyez dans les bulles vertes, on a besoin d'avoir un bon apport de nutriments et de micronutriments, vraiment ce qui va nous permettre, ce qui va permettre au corps de pouvoir faire toutes les cascades et toutes les cascades enzymatiques, enfin vraiment de faire toute cette biologie dont il a besoin, pour que les cellules, les muscles, les nerfs, etc., fonctionnent bien. Mais tout ça n'est aussi possible que s'il y a une bonne évacuation des déchets. C'est-à-dire, ben oui, on mange, à un moment donné, il faut que les déchets sortent pour que le corps ne s'intoxique pas. Donc ça, c'est la manière dont on va travailler pour que le corps soit dans de bonnes conditions. Et bah, comme on le disait tout à l'heure, pour tout ça, il faut avoir une bonne alimentation, hein. Il faut avoir une gestion du stress, être assez détendu, bien dormir parce que le sommeil est très important. On a parlé de mouvement qui permet aussi une bonne circulation lymphatique et sanguine. Et quand je parle d'émonctoire, oui, parce que là, les émonctoires, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'évacuer nos déchets. Voilà, tout simplement, c'est vraiment ce qui nous permet d'évacuer nos déchets. On parle de, pour vous les citer, on a 5 émonctoires. Les reins avec l'urine, le foie, la vésicule biliaire et du coup aussi les intestins pour tout ce qui est sel, la peau et le 5e, c'est les poumons. Et pour les femmes, on a également tout ce qui est règles. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui nous permet d'évacuer nos déchets. Donc c'est pour tout ça qu'on va travailler en naturopathie sur ces 3 pratiques-là, donc l'alimentation, la mise en mouvement et la gestion des émotions. Et pour travailler là-dessus, on a des outils. Alors, vous pouvez, si certains d'entre vous ont déjà été chez des naturopathes, chez un ou plusieurs naturopathes, on n'a pas forcément tous les mêmes pratiques parce que, comme pour tout, on a des affinités avec l'une ou l'autre pratique qui nous parle plus, qui résonne pour nous. Là, je vous ai cité quelques pratiques qu'on peut retrouver. En termes général, il y a au moins le rééquilibrage alimentaire. Voilà, voir ce qui, pour vous, va être je dis bien pour vous, enfin, chaque individu, vous l'aurez compris, a des besoins qui lui sont propres. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on va dire à une personne qu'il faut manger ceci ou cela, que ça sera forcément bon pour le voisin. C'est vraiment en fonction, de ses propres besoins et de ses besoins du moment. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de manger de la même manière à 15 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, en fonction aussi de ce qu'on fait comme activité physique, comme activité professionnelle, etc. Donc le rééquilibrage alimentaire va faire partie vraiment d'une bonne proportion de ce qu'on peut faire. Dans le rééquilibrage alimentaire, on va souvent parler aussi de la micronutrition. Donc là, on parle vraiment de tout ce qui est vitamines, minéraux, etc. Donc qui peuvent amener à travailler avec des compléments alimentaires. On va aussi aller travailler sur tout ce qui est mise en mouvement. Alors moi, par exemple, je suis une naturopathe qui ne vais pas proposer de la mise en mouvement, mais je vais rediriger vers des collègues parce que c'est pas mon domaine de prédilection. Mais vous avez des naturopathes qui sont très très bons dans ce domaine-là et qui vont vous permettre immédiatement de reprendre une pratique sportive, par exemple. Excusez-moi. On peut aussi travailler avec l'aromathérapie, donc c'est tout ce qui est huile essentielle. Pour tout ce qui est aussi émotion, on peut travailler avec les fleurs de Bach, avec le rééquilibrage énergétique. Pour ma part, c'est vrai que moi je travaille beaucoup avec les fleurs de Bach, avec le Reiki aussi par exemple. Donc voilà, ça c'est une liste non exhaustive des pratiques que peuvent utiliser les naturopathes. Hop. Donc la naturopathie peut s'adresser à tout le monde. On peut le faire à tout âge de la vie, à partir du moment où on a vraiment envie de faire des changements, parce que clairement, on sait aussi que
tout changement ne se fait pas en 2 jours. J'ai je moi, je suis toujours très claire, mais c'est vrai que j'ai eu une personne qui est venue me voir la dernière fois en me disant: «Oui, oui, mais moi, tous ces problèmes-là, je veux faire des choses pendant 1 ou 2 mois et puis après je veux plus jamais en entendre parler». Voilà, alors c'est pas forcément comme ça que ça se passe, et puis on peut pas forcément tout changer d'un seul coup. Donc c'est une démarche personnelle, que de vouloir changer parce que même si nous, en tant que naturopathe, on peut vous donner des conseils, forcément, c'est vous qui faites, enfin, c'est les personnes qui viennent nous voir qui font, les changements, hein, même si on peut accompagner. Voilà, alors là, vraiment, c'est des petits exemples sur, qu'est-ce qu'on peut faire comme, pourquoi est-ce qu'on peut venir, vouloir, venir voir un naturopathe? Voilà, je vous laisse prendre un petit peu connaissance. C'est pareil, c'est une liste qui n'est pas exhaustive du tout, mais c'est des choses qui peuvent être très bien traitées, qu'on peut en tout cas accompagner. Voilà un petit peu, pour ce qui est vraiment de la présentation de la naturopathie. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions, je continue donc, mais n'hésitez pas, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, Blandine, oui, Blandine. Oui, il y a des questions dans oui. le chat. J'ai partagé une question de Laurent. Ah mince, pardon. Où est-ce que je la... Question de Laurent, oui. Si on trouve tout dans l'alimentation, pourquoi des compléments alimentaires? Alors, c'est une très bonne question. Parce que par moment, il y a des personnes qui sont, je dirais, trop loin dans des manques, trop carencés, et que les compléments alimentaires peuvent venir booster pour un temps. Moi, vraiment, je ne suis pas sur des compléments alimentaires toute la vie. Sauf cas exceptionnel où, par exemple, si je prends l'exemple des végétaliens, par exemple, ils n'ont pas d'apport de vitamine B12, or, elle est essentielle au corps. Du coup, ça, par exemple, c'est un complément qui est essentiel. Voilà. Je ne sais pas, Laurent, si ça répond à votre question. Et je vais remonter parce qu'effectivement, j'avais pas vu toutes les questions. Toc, toc, toc. Excusez-moi, je reprends. Tout. Alors, la question de Laurence. Sandrine, quelle formation pour devenir naturopathe et quelle durée d'études? Alors, actuellement, on est sur des écoles de naturopathie. Il faut savoir que c'est un métier qui est toléré en France. Qui n'est pas reconnu. Donc, à chaque école, sa manière de fonctionner. Les études vont à ma connaissance, de 2 à 4 ans. Voilà. Après, vraiment, chaque école fonctionne très différemment. Et de même, en termes généraux, ils proposent soit du présentiel, soit du distance, soit à la semaine, soit que les week-ends. Voilà, ça, il faut vraiment se renseigner auprès de chaque école. Plapla. Alors, la slide d'avant, pas eu le temps de lire. Oui, je la remets, pardon. C'était celle-ci, je pense. Laurent dit oui, ok. La mutuelle santé ou CPAM rembourse-t-elle une consultation chez un naturopathe? Alors, la Sécu, non. Les mutuelles, ça dépend des mutuelles. Il y a de plus en plus de mutuelles qui commencent à rembourser, mais ça dépend vraiment des mutuelles. Est-il possible aussi qu'on ne métabolise pas correctement les nutriments? Tout à fait. Alors, ça peut venir de plein de choses différentes. Ça peut venir aussi
Par exemple, je prends un exemple, hein, c'est pas forcément le seul, mais si on a des problèmes intestinaux, que on a une barrière au niveau intestinal qui est abîmée, je dirais, euh, les nutriments ne vont plus passer. Donc, dans ce cas-là, par exemple, il va falloir d'abord venir réparer la paroi intestinale parce que vous pourrez prendre de toute façon quelques compléments alimentaires que vous voulez. Euh, si la paroi intestinale n'est pas réparée, les nutriments passeront quand même pas, même si c'est des compléments. Voilà. Est-ce que je pense que j'ai... Ok, pas de souci. Est-ce que... Ok, je vais continuer. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et donc là, on va partir un petit peu plus dans du pratico-pratique. Les conseils naturaux au quotidien. Moi, j'aime bien donner. Alors, vraiment, c'est du général, hein. Je le redis assez volontiers, mais c'est vraiment du général. Tout le monde n'a pas le même rythme, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, mais c'est des choses qui peuvent aider vraiment au quotidien. Alors, une journée, moi j'aime bien commencer par ça, c'est une journée commencée du bon pied, c'est un succès assuré. Prendre le temps de s'étirer, de se réveiller, de faire couler de l'eau sur son visage pour bien démarrer la journée. Notre journée, elle va dépendre de comment est-ce que notre corps se porte. Or, c'est quand même lui qui nous, justement, qui nous porte toute la journée. Regardez les bébés qui se réveillent, regardez les chats qui se réveillent. On est vraiment dans quelque chose, enfin vous les imaginez bien, c'est vraiment des étirements, on remet les muscles en mouvement, on les réhabitue à travailler, on se remet en route. Voilà, il y a vraiment besoin à un moment donné de prendre le temps de réveiller son corps. Alors pour certains, ça va être juste, voilà, je suis dans mon lit, je m'étire, je baille un grand coup, je prends le temps de vraiment de réveiller tout ça. Et puis, je vais me passer un petit coup d'eau sur le visage ou je prends une douche en fonction des uns et des autres. Mais vraiment, juste, ça permet vraiment de prendre soin de son corps, de prendre le temps de le mettre en route. Il y en a pour qui ça va être, je vais faire mes 10 minutes de yoga, par exemple. Je dis par exemple du yoga, en faisant la première chose que je vais faire le matin, c'est une salutation au soleil, par exemple. Voilà. Oula. J'ai une résonance dans les oreilles qui fait mal. Aïe. Il y a quelqu'un, je pense, qui a un micro. Ouais, parfait. Alors, voilà, donc ça, c'est vraiment une des premières choses, c'est de prendre le temps de réveiller son corps, de lui dire merci, parce que c'est lui qui va être là toute la journée. Et puis, voilà, prendre le temps pourquoi se mettre de l'eau sur le visage? Tout simplement parce que il y a toutes les toxines de la nuit qui vont sortir. Alors, c'est bien, ne serait-ce que le visage, si on prend par exemple une douche le soir, ne serait-ce que de passer un coup d'eau sur le visage, ça permet vraiment d'éliminer les toxines qu'il y a pu avoir et qui ont pu sortir durant la nuit. Vous comprendrez bien que l'objectif, c'est pas de se dire ok, mon réveil sonne, je tape dessus, je me lève d'un bond et la première chose que je vais faire, c'est aller me prendre un café pour première chose. C'est important, par exemple, oui, je vous en ai pas parlé, je suis pas sûre de l'avoir mis sur les slides. Euh, Prendre le temps aussi de boire de l'eau pour remettre le corps et la digestion en route. Alors beaucoup me parlent souvent de l'eau citronnée. Oui, pourquoi pas si c'est quelque chose qui vous fait du bien. Si vous sentez que votre corps il vous dit Berk, j'ai pas du tout envie, eh ben c'est que votre corps n'a pas du tout envie parce que c'est quelque chose qui ne lui fait pas du bien. Écoutez vraiment votre corps hein, par rapport à ça. Voilà, faut lui faire confiance, il sait. Oui, alors donc du coup un petit verre d'eau tiède avant de faire autre chose, c'est quand même pas mal.
J'ai également marqué prendre le temps d'aérer, de nettoyer, d'organiser pour ne pas être encombré. Là, je rejoins ce que dit, alors je ne sais pas si certains la connaissent, Marie Kondo, Combo, je ne sais jamais, qui est vraiment la reine du rangement. Euh, Avoir en fait quelque chose. En fait, votre intérieur va refléter aussi votre intérieur, votre mental intérieur, votre mental intérieur. C'est-à-dire que si vous partez dans un endroit très désorganisé, ça peut être compliqué pour vous aussi d'avoir les choses claires dans la tête. Voilà, moi c'est quelque chose que je trouve assez important, d'aérer son intérieur, comme on va essayer d'aérer son intérieur, son corps, on va essayer d'aérer sa maison. On dit hein, que la maison est vraiment la maison est vraiment le reflet de notre corps. Voilà. Après, chacun fait comme il peut, comme il veut. Mais c'est aussi important justement de pouvoir s'aérer dans la journée. Pour beaucoup, la journée, ça se compose de je sors de la maison, éventuellement je prends la voiture, j'arrive au travail, je sors de la voiture et je repars dans mon bureau où je reste assis toute la journée. Et inversement, le soir, je reprends ma voiture, je repars à la maison et on va pas forcément marcher du tout, même pas marcher, mais vraiment prendre l'air, s'aérer, s'oxygéner, c'est quelque chose de très important. Voilà, s'il n'y a pas de questions sur cette slide, je vais passer à la suivante, sauf si j'ai... Ah, alors. Est-ce qu'il y a un temps minimum d'aération pour la maison et pour soi? Pour la maison, en termes général, on parle de 10-15 minutes pour que l'air se renouvelle. Pour soi, j'ai envie de dire, alors, on parle aujourd'hui, l'idéal, c'est d'avoir au moins un quart d'heure, 20 minutes d'aération. Moi, je préconise, même si on le peut, c'est de faire une demi-heure de marche par jour en extérieur. Tout simplement parce que ça fait faire du mouvement. Et puis voilà, on arrive à aérer son corps, à s'oxygéner, à renouveler les cellules à l'intérieur. Je pense que c'est quand même bien si on le peut. Alors quand je parle de marche, hein, ça peut être autre chose, hein, mais je pense que c'est pas mal. Alors je lis les questions. Ok. C'est vrai qu'on doit boire de l'eau tiède avec du jus de citron. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà boire de l'eau, au moins de l'eau. Alors j'ai pas précisé, mais oui, c'est de l'eau. Alors c'est même pas forcément tiède, ça peut être tiède, mais c'est au moins de l'eau à température ambiante. En tout cas, pas de l'eau froide. Le jus de citron, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment en fonction de soi. C'est-à-dire le jus de citron, dans l'idée, c'est il aide à détoxifier, pardon. Euh, il aide à détoxifier. Donc, si vous voulez, vu que le foie, il a travaillé toute la nuit pour vraiment détoxifier le corps, le fait de boire un jus de citron, ça va aider le foie à vraiment libérer toutes les toxines pour partir dès le matin. Maintenant, il y a des gens chez qui le jus de citron n'est pas bon du tout. Et comme je le disais tout à l'heure, le corps va vraiment vous dire si c'est bon pour lui ou pas du tout. Pouvez-vous me redonner le nom de la personne qui donne des conseils de rangement dans notre intérieur? Alors, est-ce que je vais retrouver? J'ai toujours un... Ah, j'ai peut-être son livre sous la main. Tuc, tuc, tuc. J'ai un problème, moi, avec les noms. Marie Kondo, Kondo. Elle fait plein de choses, hein. Elle a fait un livre, mais elle fait plein de vidéos aussi, de choses comme ça. C'est quelqu'un qui va faire un vrai rangement de l'intérieur. Oui, bah, je vois quelqu'un a répondu, c'est parfait. Alors, optimiser vos performances. Normalement, on est dans l'équilibre, pas dans la performance.
Je comprends pas trop la question. Risque de dérive? En clair, j'utilise la naturopathie pour être plus compétitif, pas le but. Alors, je sais pas si je comprends bien la question de Laurent. Si je comprends bien, l'idée, c'est d'utiliser la naturopathie pour booster votre système. Je sais pas si c'est bien ça. C'est sur une des slides. Alors, je reviens. Excusez-moi, je fais un petit retour en arrière. Ah, optimiser vos performances. Oui, ça y est, je viens de comprendre. Non, alors optimiser les performances, c'était pas dans ce sens-là. C'était pas dans le sens d'être compétitif du tout, hein, si c'est ça la question. Ça va, enfin, pour moi, ce n'est pas du tout c'est pas du tout ça va pas avec la naturopathie. Optimiser vos performances, alors c'est peut-être mal dit. Mon idée, c'était vraiment plus de dire, ben voilà, on a des potentiels, notre corps a des potentiels, et ben faire pour qu'ils soient équilibrés, faire pour qu'on soit vraiment au mieux de notre forme, pas dans un côté compétitif. Je ne sais pas si ça est clair. Je ne sais pas si c'était vraiment la question et si j'ai bien répondu. Enfin bref, ok, d'accord. Bon, si c'est Laurent dit oui. Merci Laurent. Parfait. Ouais, non, c'est ok, c'était pas très clair, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait d'être, de pouvoir faire qu'on utilise au mieux toutes nos capacités. Alors, je vais continuer sur. Alors, pouvez-vous expliquer le lien entre naturopathie et diététique? Le lien entre naturopathie et diététique. Est-ce que vous pouvez préciser un tout petit peu? On n'aborde pas tout à fait les choses de la même manière, si c'est ça votre question. Vu que je comprends pas tout à fait la question, je vais continuer, je reviendrai après dessus si ça vous dérange pas, comme ça on avance, hein. Mais je reviendrai dessus si vous pouvez me préciser un petit peu la question. On va d'ailleurs parler des bons réflexes alimentaires. Donc, je le redis, mais chacun a des besoins qui lui sont propres. C'est vraiment, là, je vous donne on va dire un prototype. Chacun va, vous m'entendez? Oui, j'avais coupé le son. Chacun va faire en fonction de ses besoins. Chacun va faire en fonction de ce qui lui est bon. On parle souvent de cette phrase: petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et souper comme un mendiant. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que, en termes général, au petit déjeuner, on va vraiment manger bien parce que c'est ce qui va nous apporter de l'énergie pour toute la journée. Et on va aussi surtout manger des protéines le matin parce que ça va nous permettre de faire toute une cascade enzymatique. Alors là, on parle de chrononutrition. La chrononutrition, c'est vraiment quelque chose où on va prendre en compte à quel moment sont fabriquées les hormones, à quel moment on peut mieux digérer, etc., etc. Donc, en fonction des moments de la journée, la chrononutrition, elle va vraiment dire, bah, peut-être à ce moment-là, il est mieux de manger, par exemple le matin, il est mieux de manger des protéines parce qu'elles vont nous permettre de faire toute une cascade enzymatique qui se déroule sur toute la journée. Donc le matin, vraiment, on va essayer de faire un plus gros déjeuner. Et puis, le midi, on va manger assez bien pour pouvoir tenir la fin de la journée. Et le soir, on va manger plutôt moins parce que, en fait, la nuit, c'est le moment où le corps et surtout le foie détoxifie le corps. Le foie détoxifie le corps. Donc, si on mange beaucoup le soir,
le foie va devoir faire de la digestion durant toute la nuit et va pas pouvoir faire son travail de détoxification. C'est pour ça qu'en termes généraux, on dit il faut manger moins le soir. Alors, je réponds juste à ces questions. Enfin, c'est pas des questions, je n'arrive plus à petit déjeuner depuis des années. Cela fait un jeûne depuis la veille qui, je sens, fait du bien à mon corps. C'est ce qu'on appelle les jeûnes intermittents. Oui, c'est des jeûnes qui font de 14 à 16 heures, c'est-à-dire qu'on ne mange pas pendant 14 à 16 heures. Et, c'est très bien si vous vivez bien comme ça. Il n'y a aucun souci. C'est une manière de fonctionner. C'est ce que je vous disais avant. Ça va vraiment dépendre des gens. Si par exemple aussi il y a des gens qui mangent plutôt tard le soir, parce que la vie est faite comme ça et que voilà, on n'arrive pas à manger avant 20h, 21h, ben effectivement, ça peut être bien de faire un jeûne intermittent, puisque comme ça le corps peut continuer à détoxifier. Ouais. Oui, ça peut être tout à fait indiqué. Après, je vous le redis, je pense que ça, on le sent. On sent si ça fait du bien ou pas à notre corps, si on se sent mieux. Bah, faut pas hésiter, hein. C'est que le corps vous dit ce qui est bon pour lui. Alors moi, je continue du coup. Manger bio est bon et de saison. Euh, alors, je vais faire un petit par rapport au bio. Ça, c'est ma manière de voir les choses actuellement. Euh, voilà, Célia, tout à fait local. Idéalement, local, bio et de saison. Parce que, ben, on le sait de plus en plus, le bio n'est pas forcément du bio partout. En plus, alors là, je parle vraiment pour moi, mais manger bio, si c'est pour faire venir des choses de très très loin, personnellement, ça rentre pas tout à fait dans mon éthique. Manger bio, si c'est pas, on sait aujourd'hui que les normes ne sont pas du tout les mêmes d'un pays à un autre. Donc, ce qu'on considère bio en France n'est pas forcément considéré bio dans tous les pays. Donc, voilà. J'ai envie de dire ça après, chacun est à lui de voir. Clairement, idéalement, manger avec le moins de pesticides possible, le plus local possible et de saison. Et ça, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, parce que à chaque saison, les aliments nous amènent des choses qui sont nécessaires à ce moment-là. C'est vrai que j'ai un peu de mal des fois à arriver dans des magasins bio en plein hiver et de voir des tomates. Euh, voilà, ça c'est quand on demande au magasin pourquoi est-ce qu'il y a des tomates en plein hiver, on nous répond que c'est parce qu'il y a de la demande. Bon, certes. Oui, les légumes du jardin, Francine, effectivement, si on a la possibilité d'avoir un jardin et de cultiver, c'est encore l'idéal. En tout cas, quoi qu'il en soit, manger moins industriel parce que dans tout ce qui est industriel, on rajoute du sucre, du sel, des additifs et tout ça, c'est des choses que le corps va devoir digérer, va devoir travailler, va s'épuiser en fait. Il va s'épuiser à faire tout ça. Boire. Alors, boire, il y a une norme là depuis quelque temps où on dit, grosso modo, il faudrait. Alors, c'est pas que boire, c'est avoir 0,03 fois. Attendez, 0,03 fois par kilo. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? 0,03 litres par kilo. Voilà. En fonction de votre poids, vous devez à peu près faire 0,03 fois votre poids par jour pour avoir votre apport. Ok. Pardon, j'étais en train de lire vos commentaires. Donc boire, ça veut dire à la fois avoir tout ce qui est boisson type thé, café. Oh non, pardon. Alors, il faut savoir que le café, ça déshydrate. Donc, pour chaque café avalé, il faut boire un verre d'eau. C'est l'apport de liquide qui est important.
Oui, alors il y a l'apport de liquide, mais il faut savoir aussi que dans tout ce qu'on boit, dans tout ce qu'on mange, il y a aussi de l'eau et du liquide. Donc, quand je vous dis 0,03 fois, c'est du à peu près. Mais c'est clair qu'il faut boire de l'eau. Pas compris ce que l'on doit boire? Alors, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui fait 50 kilos, par exemple. Eh ben, il va faire 0,03 fois, c'est 50 kilos. Du coup, il doit boire à peu près par jour 1,5 litre, si je ne me trompe pas, 3 fois 5, oui, 1,5 litre. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Qu'est-ce que vous conseillez comme mot? Alors, en ce moment, c'est vraiment... Ok, super pour les litres. Moi, ce que je conseille, déjà pas les bouteilles en plastique. Ça, c'est une première chose. D'une part, d'un point de vue écologique, et on se rend compte aujourd'hui que dans les bouteilles en plastique, il y a plein de résidus dans l'eau. Alors ça, c'est une première chose. Donc, privilégiez, si vous voulez boire de l'eau minérale, privilégiez l'eau en bouteille. Alors après, attention, je fais bien la différence entre... Il y a deux choses très importantes, l'eau minérale et l'eau de source, qui ne sont pas la même chose. L'eau de source, on peut en boire à l'année. L'eau minérale, faut vraiment faire des cures parce qu'il y a beaucoup de minéraux dedans et il faut pas surcharger l'organisme avec d'autres minéraux dont on n'a pas besoin. Et donc oui, Sandrine, effectivement, bouteille en verre consignée, moi je pense que c'est ce qui est le mieux. Voilà, Corinne, je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vais continuer. Utiliser des bonnes huiles. Alors ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre vraiment, si vous ne le faites pas déjà, commencez déjà par ça, ça va vous faire beaucoup de bien. Excusez-moi, je bois juste un petit verre, un petit peu d'eau. Voilà. Alors les bonnes huiles. Une bonne huile, c'est pas facile à dire ça. Elle est toujours bio, de première pression à froid. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas de première pression à froid, tous les nutriments qui sont à l'intérieur de l'huile vont être au moins échauffés, et donc il y a une bonne partie qui va qui va disparaître. Donc, quand vous choisissez votre huile, première pression à froid. Et pourquoi bio? Parce qu'on en revient toujours à cette histoire de pesticides, ou si on peut éviter les pesticides, c'est toujours mieux pour le corps. Ensuite, dans les huiles qu'on va privilégier, il faut savoir que chaque huile a des propriétés. En fait, elles ont entre autres ce qu'on appelle des oméga 6 et des oméga 3 qui sont importantes pour le corps. La plus équilibrée pour notre organisme, c'est l'huile de colza. Ça, c'est celle qui est la plus équilibrée et qui serait nécessaire de manger quotidiennement. Or, attention, l'huile de colza ne se chauffe pas. C'est vraiment pas bon du tout. Et c'est ni bon au goût, ni bon pour le corps. Donc moi, ce que je conseille, c'est pour tout ce qui est cuisson, être avec de l'huile d'olive. L'huile de tournesol, on l'utilise parfois pour les cuissons. L'huile de tournesol est quand même très saturée. Elle n'est pas forcément très bonne pour le corps. Voilà. Moi, je sais qu'aujourd'hui, même pour tout ce qui est gâteau, etc., j'utilise de l'huile d'olive. Vraiment pour remplacer le beurre, pour remplacer l'huile de tournesol. Donc moi, j'utilise l'huile d'olive pour la cuisson. Et pour ma part, j'utilise de l'huile de colza pour l'assaisonnement. Mais on pourrait très bien aussi utiliser l'huile d'olive. Mais si on utilise huile d'olive et huile de colza, ça permet vraiment d'apporter
enfin, les apports sont pas les mêmes dans les deux. Donc, si vous mixez les deux, ça va vraiment vous permettre d'avoir le plus de choses possible. Que pensez-vous de l'huile de pépin de raisin? Bah, c'est une très bonne huile aussi. Voilà, elle a des propriétés qui sont aussi différentes que celles de colza, d'olive, l'huile de noisette, de noix. L'huile de coco pour la cuisson, oui, je l'utilise aussi. Après, il faut pas l'utiliser pas tout le temps. L'huile d'olive en pâtisserie, elle donne beaucoup de goût. Oui, tout à fait. Après, c'est une question d'habitude. Mais après, il existe aussi différentes huiles d'olive, hein. Il y a des huiles d'olive qui sont plus ou moins fortes en goût. Mais après, voilà, je pense aussi que c'est une question d'habitude. Voilà pour l'huile. Et puis, oh, pardon, j'ai passé la diapo. Y a-t-il d'autres indicateurs à regarder pour choisir son huile au niveau de la qualité nutritionnelle? Non, moi je pense vraiment que si déjà vous partez là-dessus, déjà bio, première pression à froid, utilisez de l'huile d'olive pour la cuisson, du colza ou autre pour tout ce qui est assaisonnement, mixez, variez et déjà ça vous fera de très belles choses dans la journée. Il faut savoir qu'aujourd'hui on préconise tout confondu, environ 3 cuillères à soupe d'huile par jour par adulte. Voilà, parce que il y a tous ces oméga 3 et tous ces oméga 6 dont on a vraiment besoin. Pays d'origine pour l'huile d'olive? Ben, moi enfin, moi je suis toujours par rapport, je reste sur le plus possible en France, mais ça après je crois que c'est à chacun de voir un petit peu ce qu'il a envie de prendre. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Pour la pâtisserie, voilà, le sud de la France, je suis assez d'accord. Pardon, j'étais en train de lire la dernière. Pour la pâtisserie, vraiment, alors, après, il y a tout ce qui est purée d'oléagineux. Ça, c'est une autre possibilité pour tout ce qui est pâtisserie. Purée d'amandes, purée de noix de cajou, des choses comme ça, c'est des choses qu'on peut utiliser pour la pâtisserie. Je vais essayer de continuer parce que je vois qu'il est déjà 6h25. Alors, mâcher. Mâcher parce que ça, c'est vraiment important. Si on ne mâche pas, il y a tout le côté du système digestif qui se met pas du tout en route. Et du coup, après, ça amène des problèmes de digestion, ça amène des problèmes de transit. Manger en conscience, mâcher en conscience, effectivement, Célia, c'est tout à fait ça. Voilà, savoir ce qu'on mange. Moi, j'aime bien dire, avant de commencer de manger, se poser, prendre 3 grandes respirations et là se dire: «OK, ce moment-là, c'est le moment où je mange. Qu'est-ce que je mange? Quel goût ça a?» Prendre vraiment le temps de mâcher pour que, ça pardon, ça se dégrade bien déjà dans la bouche et qu'ensuite la digestion se fasse, vraiment mieux. Si déjà au niveau de la bouche, on n'a pas les décompositions, clairement, derrière, il va y avoir des problèmes au niveau de l'estomac, il va y avoir des problèmes au niveau des intestins. Vous allez pouvoir avoir des gaz, des ballonnements, enfin tout le cortège de tout ce qu'on aime et qui va très bien. Voilà, donc mâcher, c'est vraiment important. Et voilà, on parlait de mâcher en conscience, mais ça implique aussi déconnecter pendant les repas, manger dans le calme. Oublier le manger devant la télé, oublier le manger en parlant de choses qui stressent. Voilà, là c'est vraiment prendre le temps, faire une pause pour vraiment être bien par rapport à ce qu'on mange. Voilà, donc ça c'était pour les réflexes alimentaires. Maintenant, si on passe aussi au niveau du côté émotionnel, ça c'est quelque chose de super important aussi. Quand on dit le bonheur, ça se cultive, mais c'est vraiment ça. Je crois on vient de passer un moment de confinement qui nous a, alors plus ou moins selon les gens, mais qui nous a obligés à nous retrouver face à nous-mêmes.
Et je pense que c'est un moment aussi où il a fallu aussi voilà, trouver des petites choses qui nous faisaient du bien, trouver ce qui nous faisait plaisir. Je pense que pour moi, ça a vraiment été un moment où on a dû voilà, se retrouver avec soi. C'est pas toujours facile, mais en même temps, ça permet de faire le point. Et ça permet aussi de se dire, ben, en tout cas pour les gens qui ont été en confinement à plusieurs, voilà, qu'est-ce que moi j'ai envie de prendre comme temps pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Parce que si on n'est pas bien avec soi-même, si c'est loin d'être de l'égoïsme, c'est-à-dire s'occuper de soi pour mieux pouvoir être avec les autres. C'est un peu comme ça que j'ai envie de dire les choses. Euh, Être en paix, être en bonheur avec soi-même, c'est ce qui va permettre de rayonner le mieux autour de soi. Donc oui, penser à se faire plaisir, chercher ce qui nous fait du bien. Un bain, une promenade en forêt, un bon livre, un massage, un bon petit repas, une séance chez le coiffeur. Il y en a pour qui la séance chez le coiffeur est devenue un vrai plaisir cette semaine. Euh, voilà, je pense qu'il faut que chacun arrive à trouver ce qui lui fait du bien, mais, euh, mais il faut se faire plaisir. Il faut trouver ce qui nous fait plaisir et vraiment être dans cette joie-là. Tout comme positiver. Euh, Moi, j'ai envie de dire positiver, remercier, remercier. Alors, des fois, c'est pas facile parce qu'on a l'impression que c'est pas juste, qu'il y a des choses qui nous arrivent qui sont difficiles. Et en même temps, juste réussir à se dire, OK, peut-être que c'est difficile, mais peut-être que ça va me permettre de grandir. Peut-être que ça va me permettre euh, d'avancer. Voilà, essayer de voir les choses qui vont bien. C'est vrai que ce côté écrire 3 choses par jour qu'on a apprécié dans la journée, finir la journée avec ça, le faire avant de dormir, moi je trouve que c'est un bon moyen de vraiment être dans l'acceptation de ce qui a été bien dans la journée, de se dire ah, cette journée, même si c'est pas grand-chose, même si votre qu'est-ce que j'ai apprécié dans la journée, bah il y a eu du soleil, bah, c'est pas grave, c'est bien, c'est déjà chouette. Il y a eu du soleil, j'ai apprécié d'avoir ce soleil et je me suis sentie bien grâce à ça. Bah, rien que pour ça, cette journée, elle a valu la peine d'être vécue. Et voilà, je pense vraiment que c'est quelque chose de très important. Alors, je vois vos commentaires. Euh, Ouais, le Reiki, ou c'est pas forcément que le Reiki, je pense que c'est mon état d'esprit. Ah ouais, hein, ça fait du bien d'aller chez le coiffeur. Mais voilà, je pense que c'est très très important et que ça c'est quelque chose à cultiver. C'est pas inné chez tout le monde, loin de là même. Et des fois, ben, faut faire des efforts pour cultiver ce côté-là, pour aller voir son côté positif. Et je pense que c'est vraiment un effort qui vaut tellement la peine, euh, qui vaut tellement la peine parce que c'est ce qui permet d'avancer et d'être bien. Voilà, c'était mon petit coup. C'était mon petit côté positif des émotions. Hop, j'essaye de passer. Voilà. Alors, je vous parlais du sommeil tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est essentiel. On sait, enfin, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dormir, qui dorment mal, qui ont du mal à s'endormir, qui ont du mal à faire une nuit complète, etc. Euh, c'est un moment de reconstruction physique, psychologique et physiologique. C'est indispensable pour recharger les batteries. C'est-à-dire que si vous dormez pas, et bien derrière, il y a tout le reste qui se fait pas. On peut pas détoxifier le corps. On ne peut pas remettre le cerveau en pause pour qu'il se décharge un petit peu, etc., etc. Si on peut pas faire ça, le corps peut pas remettre ces choses en route. Et moins on dort et plus ça devient compliqué. Voilà, donc le sommeil, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh,
La méditation aide beaucoup aussi à lâcher prise, ainsi que l'hypnose. Ça marche bien chez moi. Oui, bah, effectivement, la méditation est quelque chose de très, très important qui aide aussi justement à avancer. Je vais juste faire une mini parenthèse d'ailleurs sur la méditation. J'entends souvent, oui, mais bon, moi, la méditation, ça marche pas, ça m'énerve, j'arrive pas à lâcher prise. Pour ceux qui commencent, c'est forcément ça va dans tous les sens. Nos pensées, elles sont là tout le temps. Faut pas vous focaliser sur le fait que vous y arrivez pas, c'est pas grave. Vraiment, prenez ce qu'il y a à apprendre, accueillez les émotions comme elles viennent, et voilà. Et il n'y a pas besoin de se mettre de pression par rapport à ça. Quel conseil pour bien dormir en naturopathie? Houhou! Alors là, je pourrais vous faire une conférence entière sur ça. Donc, c'est un petit peu compliqué de répondre à cette question. Euh, Déjà, aller dormir quand on sent que le sommeil arrive, même si on est devant la télé, etc., etc. Voilà, et puis ça dépend de quels sont les problèmes de sommeil. Faire des petits rituels, faire des choses comme ça. C'est très compliqué de répondre comme ça. Je suis désolée, du coup, je vais un peu zapper la question parce que ça demanderait un peu plus d'approfondissement. Que pensez-vous des EFT? C'est quelque chose que je sais ce que c'est, mais que je connais pas bien. Et du coup, je voudrais pas dire de bêtises. Donc, l'EFT, je maîtrise pas assez pour vous en parler. Donc, voilà, ça c'est quelque chose que je veux pas dire de bêtises. Tout à fait, Sandrine. C'est ça l'essentiel. Ben, je vois qu'il y a des gens bien avertis déjà. Alors, je vais continuer. On a parlé d'oxygéner tout à l'heure, mais c'est vraiment, il y a de ça, hein. S'oxygéner, au minimum, quelques étirements, des respirations. En fait, tout ça, ça sert pas que à oxygéner, c'est aussi que ça permet à la lymphe de se remettre en route. Alors vraiment, pour vous faire quelque chose de très rapide, la lymphe, vraiment, je fais un raccourci, hein. C'est quelque chose, c'est un liquide qui a un circuit plus ou moins parallèle à celui du sang. Sauf que le sang, lui, il a une sacrée chance, c'est qu'il a une pompe qui s'appelle le cœur. La lymphe, elle, si on ne la fait pas bouger, elle ne va pas bouger toute seule. Du coup, il faut faire des mouvements. Ne serait-ce que marcher permet d'appuyer sur des endroits de vaisseaux qui vont permettre à la lymphe de circuler. Mais voilà, ne serait-ce que marcher, ne serait-ce que de s'étirer, de mettre les choses en mouvement, vont permettre à la lymphe de circuler. Sachant que la lymphe, il y a à la fois tout le côté immunitaire qui est dedans et à la fois aussi, c'est ce qui va permettre aussi de ramener certains déchets vers des points de destruction. Donc, s'oxygéner, parce que le sang a besoin d'un oxygène de bonne qualité. Et puis aller marcher. Après, c'est à chacun de trouver ce qu'il a envie de faire. Il y a des gens qui sont pas sportifs, mais c'est pas grave. Aller marcher une demi-heure tous les jours. Alors on dit au minima marcher 30 minutes 3 fois par semaine, mais de manière assez rapide. Voilà, ça c'est le minimum quand on est en capacité de le faire. Il y a pour des gens pour qui, voilà, des gens qui sont alités par exemple, ce qui va être important, ça va être peut-être d'aller leur faire bouger les jambes, d'aller leur masser les jambes. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Aider à suer, parce que ça, c'est super important. Je vous ai dit tout à l'heure, la peau est un émonctoire. Donc, par la sueur, on a des toxines qui vont sortir. Donc, aider à suer, sport, idéalement hammam, sauna. Si on n'a pas la chance de pouvoir aller au hammam ou au sauna régulièrement, on peut très bien aussi prendre un bain chaud, par exemple. Ça permet vraiment de dilater les pores et de faire sortir les toxines. La détente, on en a parlé juste avant, donc je ne vais pas revenir trop longtemps dessus. Voilà, vraiment
faire des choses qui nous permettent de ok, je lâche là et peut-être qu'il y a des choses qui m'ont agacé aujourd'hui ou qui sont difficiles, mais là je vais prendre un temps juste pour moi, un temps pour lâcher, pour être bien avec moi. Touc, 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 touc. Combien de temps max le bain chaud? Alors là, il y a... Alors, si on parle vraiment du bain chaud, vraiment être dans un bain très chaud, il y a eu, quand je vous dis que j'ai des problèmes de nom, Salmanov, Salmanov, je crois que c'est ça, qui faisait des bains chauds en fait. Un quart d'heure, 20 minutes, si vraiment vous restez dans un bain très très chaud, faites attention parce qu'après il peut y avoir un problème de circulation, hein. Donc tous les gens qui ont de l'hypertension ou des choses comme ça, ne le faites pas trop trop chaud non plus. Ensuite, on a conseillez-vous un sport plutôt intensif pour bien suer ou plutôt des renforcements? Ça dépend ce que vous voulez travailler. C'est-à-dire du sport intensif, ça peut faire du bien, des renforcements, ça peut faire du bien aussi. Intensif, ça va vraiment vous faire suer très fortement, mais là, vous allez brûler du sucre, mais vous allez faire quelque chose. Enfin voilà, vous allez plutôt brûler du sucre. J'avais un truc en tête. Conseillez-vous un sport plutôt intensif? Alors, si la question c'est bien suer, il faut mieux faire effectivement un sport qui fait monter le cardio. Le cardio, c'est vraiment ça, c'est faire monter le cœur en pression et du coup, la sueur va sortir beaucoup plus rapidement. Oh, attendez, il y a plein de choses qui arrivent. Par contre, moi je trouve que tout ce qui est renforcement est aussi très bon parce que on va aller travailler les muscles profonds et c'est ce qui va nous permettre par la suite une bonne tenue, c'est ce qui va permettre d'avoir un bon souffle, etc., etc. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Patricia, je reviens sur votre question tout de suite. Ok, est-ce que ça répond du coup, Corinne? Ok, je vais continuer, si ça répond pas, j'y reviendrai. Le yoga, oui, par exemple, le yoga, c'est très bien, mais ça peut être aussi du stretching, ça peut être aussi de la marche rapide ou des choses comme ça. Alors, pour répondre à la question sur comment se déroule un rendez-vous en naturopathie, je reprends, comment fonctionne un rendez-vous en naturopathie? Alors là, je vais vous parler pour moi, hein, voilà, je parle en mon nom. Moi, le premier rendez-vous, c'est vraiment, vous venez avec ce que vous êtes, ce que vous avez envie de travailler, d'avancer. Un premier rendez-vous, pour moi, ça dure à peu près 1 heure et demie. Parce que vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va faire le scan de qui vous êtes. On va vraiment aller voir un petit peu partout, voir voilà, comment vous travaillez, comment vous vivez, comment ça se passe à la maison, qu'est-ce que vous mangez, dans quel état émotionnel vous êtes, qu'est-ce que vous faites comme sport, est-ce que vous avez beaucoup bougé dans votre vie, est-ce que vous avez toujours vécu au même endroit, etc., etc., etc. C'est vraiment un scan. À partir de là, on va aller voir comment est-ce qu'on peut avancer, comment est-ce qu'on va pouvoir avancer sur la problématique qui correspond. Après, moi, je travaille avec plusieurs outils. Donc, ça peut très bien, en fonction des problématiques, faire effectivement un rééquilibrage alimentaire. Ça peut très bien, moi, je vais travailler avec tout ce qui est rééquilibrage alimentaire, avec fleurs de bac, avec Reiki, avec réflexologie plantaire. Mais ça va vraiment dépendre, un, de la problématique que vous avez et de ce qui correspond, et deux,
de ce à quoi vous êtes réceptif. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout envie de faire de réflexologie plantaire, mais ça, je l'entends très bien et voilà. Ensuite, une fois ce premier entretien fait, moi, je vous donne un petit peu ce que je pense qui est bon pour vous et on travaille ensemble à votre rythme. C'est-à-dire, peut-être qu'il va falloir changer beaucoup de choses et ben, c'est pas forcément toujours facile de changer tout en même temps. Et ben peut-être qu'on va commencer par une petite chose et puis qu'après ça sera une deuxième petite chose. Si c'est comme ça que vous fonctionnez. En fonction de la manière dont chacun fonctionne, voilà, moi je pense qu'il faut vraiment s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Par contre, il est clair, et ça je le disais tout à l'heure, mais je vais le redire, il est clair que c'est vous qui allez faire les changements. Voilà, donc c'est en fonction de ce que vous arriverez à mettre en place, en fonction de ce que vous allez avoir envie de mettre en place et de l'évolution que vous voulez que prennent les choses, ça peut prendre plus ou moins du temps. J'ai pas encore lu, mais je crois avoir lu, quelque part qu'on disait qu'il y a des gens qui étaient pressés. Donc juste je refais une parenthèse. Oui, Chantal, effectivement, le sport dépend vraiment de chaque personne. Tout le monde ne peut pas faire de tout. Et voilà, j'ai retrouvé. J'ai l'impression que beaucoup espèrent des solutions rapides, voire miracles. C'est l'éducation à la bonne santé. Ça demande, comme vous l'avez dit, de vouloir accepter des modifications profondes, de changer des mauvaises habitudes. Et ben c'est tout à fait ça, Barbara. Donc voilà, vraiment l'idée, c'est de réapprendre à faire ce qui est bon pour soi. Et ce qui est bon pour soi, c'est pas forcément ce qui est bon pour notre voisin. Et c'est vraiment ça. Et c'est vraiment réapprendre et s'éduquer à ce qui est bon pour soi. Que pensez-vous du stomac va comme... Alors là, je ne sais pas du tout parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Je suis bien désolée. Euh, Comment profiter amplement des huiles essentielles? Ça, c'est pareil. Je suis désolée, je peux pas répondre à ça. Une conférence entière qu'il faudrait. Votre examen de naturopathe incluait votre spécialité avec le travail des fleurs de bac et les autres outils que vous avez passés. Attendez. Votre examen de naturopathe inclut. Alors, quand vous dites l'examen, c'est quand j'ai fait mon école? Oui, j'imagine que c'est ça. Alors, dans ma formation à moi, il y avait un module réflexologie plantaire. Il y a eu un module fleurs de bac, mais j'ai complété en passant le diplôme de conseillère en fleurs de bac et je me suis formée au Reiki à côté. Je continue à me former à diverses choses. Je pense que de toute façon, on est en perpétuel apprentissage et que ça peut pas, enfin pour ma part, ça s'arrête pas à mes 2 ans. Enfin moi personnellement, j'ai fait 2 ans de formation et voilà, et on s'enrichit tous les jours, on s'enrichit toujours ne serait-ce que par les lectures, ne serait-ce que, enfin voilà. Mais je fais aussi d'autres formations sur d'autres choses. Un naturopathe peut-il aussi ajouter dans sa pratique des savoirs tels que l'Ayurveda, par exemple? Oui, tout à fait, hein. Comme dit, moi, je vous ai présenté un petit peu ce que moi j'utilise. Je crois qu'il y a autant de naturopathes qu'il y a de personnalités. C'est pour ça que bah, peut-être qu'aujourd'hui, n'importe quoi, mais peut-être qu'aujourd'hui vous allez venir me voir et puis que bah, le feeling ne passera pas. Vous savez, c'est comme il y a toujours une alchimie qui se fait. Donc que ça soit pour n'importe quoi, il faut qu'il y ait un feeling, mais ce feeling doit aller dans les deux sens. Donc peut-être que c'est voilà,
moi, j'ai des pratiques qui sont pas forcément les mêmes que mes collègues et on n'a pas forcément les mêmes personnes qui viennent nous voir. Et ça, je crois que c'est important et c'est chouette de pouvoir aussi respecter ça. Et, euh, et oui, il y a autant de naturopathes que de personnalités. Donc l'Ayurveda, ça va tout à fait dedans. L'Ayurveda, pour faire un très très gros raccourci, c'est la médecine indienne. Je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça. Je le résume très très fortement. Niveau formation, y a-t-il des écoles plus sérieuses ou certaines à éviter selon vos connaissances? Ouf, c'est très dur ça comme question. C'est une question que je me suis posée avant de faire mes formations, hein, bien évidemment. Euh, Non, faut pas être désolé, c'est une question normale. Il y a forcément des écoles qui sont plus ou moins sérieuses. Après, moi, j'ai envie de dire, alors pour répondre à la, pardon, il y a une question qu'on vient de me poser. Je vous mets ça comme ça, vous avez toutes mes coordonnées, si vous voulez prendre, enfin pour tout ce qui est rendez-vous. Euh, Alors, il y a plusieurs choses, je dirais, par rapport aux écoles. Euh, Par rapport aux écoles, vraiment, il faut se renseigner. Il faut d'abord se renseigner. De quoi est-ce que vous avez envie? Comme dit, moi, dans ma formation, par exemple, alors il faut savoir aussi qu'il y a des choses qui... Non, je sais pas ça, si c'est vraiment... Non, pardon, je suis pas très claire dans ce que je dis. Je pense qu'il faut se renseigner sur ce que font les écoles. Il faut se renseigner sur le contenu de ce qu'il y a dans les écoles. Ensuite, il faut voir aussi ce qui vous correspond. C'est-à-dire, je sais pas moi, admettons vous habitez à Marseille et vous souhaitez faire une école à Paris, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez cette possibilité d'aller toutes les semaines à Paris? Est-ce que vous pouvez le faire à distance? Est-ce que vous pouvez le faire que les week-ends, etc. Ça va dépendre aussi de ce que les écoles, de ce que les écoles font. Voilà. Après, c'est vraiment, faut vraiment. Je pense qu'à un moment donné, vous pouvez aussi appeler les écoles et, euh, et en fonction des écoles, vous appelez, vous demandez et il faut aussi pouvoir parler aux responsables. Enfin, moi, c'est comme ça que ça s'est passé en tout cas. Moi, j'ai appelé les directeurs d'école. Bon, vous n'aurez pas forcément les directeurs, mais j'ai eu des rencontres avant de m'inscrire. Donc, je pense que c'est aussi important de pouvoir le faire. Euh, Par correspondance, alors je sais qu'il y a des écoles de... En tout cas, moi, l'école que j'ai faite fait par correspondance et ça s'appelle Planta Santé et ça se trouve, le siège est à Obernai. Je vais vous l'écrire. Je crois que j'ai loupé un peu des choses. Touc, touc, touc. Je suis psychologue. Ben voilà. Après moi, c'est l'école que j'ai faite. Je peux pas parler pour les autres écoles. C'est toujours un peu compliqué de parler pour les autres écoles. Moi, je sais que j'ai fait cette école-là. C'est une école qui m'a bien convenu, sur laquelle j'adhère. Donc voilà. Pourquoi ne pas faire une école de coaching? Bah, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Une école de coaching, on va pas venir travailler sur tout ce qui est euh, voilà, on va pas travailler sur le corps humain, on va pas le coaching. Alors oui, on a une partie de coaching dans ce qu'on fait au niveau de la naturopathie, euh, mais c'est pas l'essentiel. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Je voulais vous dire autre chose par rapport à l'école, mais ça me...
Je ne sais plus. Je sais pas si ça répond en tout cas assez, mais voilà. Donc là, moi, c'était un peu une présentation, les coordonnées de l'école. euh, les coordonnées de l'école. Bah, comme dit, vous tapez, allez sur Internet, vous tapez Planta Santé Aubernais. Je peux vous réécrire. Planta Santé Aubernais. Soit Aubernais, soit Rosheim, parce que là, ça se fait à Rosheim. Euh, Ils font vraiment beaucoup de formations très différentes. Et voilà. Enfin, moi, c'est. Alors, qu'est-ce que j'ai pas vu? C'est un désavantage d'être végétarienne dans le sens où on va peut-être devoir conseiller certaines choses qui ne résonnent pas avec nos convictions. Je pense qu'on attire à nous les gens qui ont besoin de nous ou qui font résonner des choses. Un désavantage pour moi, non. Il y a beaucoup de naturopathes qui sont végétariens. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on accepte que l'autre ne soit pas comme nous. Voilà. Euh, je pense que ça, c'est voilà, je pense que chacun a des convictions et pour moi, c'est pas un désavantage, c'est vraiment peut-être aussi par moment accompagner les gens vers autre chose, tout simplement. Pardon, je parle plus parce que je suis en train de lire tout ce que vous avez écrit. N'est-il pas trop difficile de s'installer et trouver c'est remonté. Suffisamment de patients pour pouvoir vivre dans un premier temps de ce travail? C'est difficile de répondre à cette question-là parce que je pense que alors moi, si je vous prends mais je suis pas forcément le meilleur exemple. Hem, on va enfin, je vais vous prendre 2 exemples. J'ai une collègue qui s'est installée, en 1 an, elle se faisait un SMIG. Moi, je me suis installée, heu, aujourd'hui, je dois me faire à peu près, ça dépend des mois. C'est pour l'instant, j'en vis, mais j'en vis pas, complètement. Mais en même temps, ça dépend complètement de vos besoins. Voilà. Tout dépend de ce qu'on appelle, en vivre. Moi, j'ai une autre amie qui a besoin de 2 500 € par mois, pour en vivre, ben, pour l'instant, elle en vit pas non plus. Hem, voilà, je pense on va pas se leurrer, il y en a de plus en plus, mais je crois il y a assez de place pour tout le monde et puis l'important, c'est ce qu'on a envie de faire passer. Hem, Répondre à cette question-là, je pense que ça dépend vraiment ça dépend vraiment de chaque personne. Ça dé ça dépend. C'est un peu je suis évasive, hein, mais alors non, je prends pas de stagiaires. Je prends pas de stagiaires parce que d'une part, pour l'instant, hem, je fais pas de consulte en présentiel. Bah, à cause du Covid, hein, voilà, je fais pas de présentiel. Et puis, je prends pas de stagiaires dans le sens où il y a beaucoup de gens. On n'a pas la même relation avec les gens quand on est tout seul avec eux ou quand il y a quelqu'un d'autre. Euh, voilà. Un entretien pour
partager, pourquoi pas. Il faut me joindre en un petit mail. Envoyez-moi un petit mail. Ok. Voilà. Donc bah là on a fait. Oh, toujours avec vous? Oui. Voilà, c'était vraiment pour faire un peu un tour de ce qu'est la naturopathie, pour vous présenter un peu les choses de manière globale. Voilà, j'espère que ça vous a apporté des choses. Moi, en tout cas, j'étais très contente de partager ça avec vous. Comme dit, enfin, vous pouvez aller sur mon site internet. Il y a des choses qui se passent régulièrement. J'ai pas marqué, mais j'ai aussi une page Facebook, c'est que je l'ai pas noté. Voilà, si vous tapez Inspire, vous pouvez la retrouver. J'essaye de faire des conférences ou des ateliers assez régulièrement. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec le confinement, déconfinement. Mais voilà, en tout cas, je suis à votre écoute si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous remercie vraiment d'avoir été là parce que ça fait plaisir de voir qu'on s'intéresse de plus en plus à la naturopathie. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très très belle soirée et, et de prendre soin de vous surtout.